Je m'appelle Élise Morvan, j'ai 31 ans. Et la dernière chose à laquelle je m'attendais, le soir où un homme m'a tendu le collier de sa grand-mère, c'est de me retrouver accroupie derrière un chariot de linge, dans le couloir de service d'un restaurant, du vin rouge imbibant ma robe, à écouter un inconnu me dire de partir. Mais c'est exactement là que j'étais. Et ce qui m'a frappée, quand il a dit ça, je n'ai pas hésité, pas une seconde. Je ne suis pas retournée à table pour prendre ma veste. Je n'ai pas envoyé de message à Édouard pour dire que j'avais besoin d'air. Je n'ai fait aucune des choses raisonnables et polies que je faisais depuis 2 ans et 4 mois. Je suis passée par la porte. J'ai continué à marcher. Et je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que l'air froid d'un novembre lyonnais me frappe le visage, que l'écrin en velours soit encore dans ma main, et que je me retrouve sur un trottoir de la rue de la Charité, en essayant de me souvenir comment respirer. Je veux vous raconter comment j'en suis arrivée là. Parce que ça n'a pas commencé avec un collier. Ça a commencé bien avant, dans une vie à l'intérieur de laquelle je disparaissais lentement, si progressivement que j'avais presque cessé de remarquer que je m'étais perdue. Si vous arrivez ici pour la première fois, bienvenue et merci d'avoir cliqué. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est là où vous êtes. J'aime savoir qui est à l'autre bout de ça. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire, parce que je ne la raconterai qu'une seule fois, et aimez la vidéo si vous sentez déjà que ça va quelque part. Maintenant, laissez-moi vous emmener au début. J'ai grandi à Angers, dans le Maine-et-Loire, la fille du milieu de 3 sœurs. Mon père gérait une petite entreprise de menuiserie artisanale. Ma mère était bibliothécaire dans la médiathèque municipale. On n'était pas pauvres, mais l'argent était présent dans notre maison comme la météo est présente. On s'y préparait, on s'y adaptait, on n'en parlait absolument pas à table. Ma sœur aînée Nathalie s'est mariée à 27 ans avec un homme qu'elle aimait vraiment, et ils ont fait marcher leur vie ensemble. Ma sœur cadette Camille était la créative, celle que tout le monde décrivait comme sensible, en le disant comme si c'était un compliment. Et moi, j'étais la sérieuse, celle qui a eu la bourse, celle qui maintenait la paix, celle qui avait un plan. Il y a une pression particulière qui vient avec le fait d'être cette personne dans une famille. Personne ne vous demande si vous allez bien, parce que vous semblez toujours aller bien. Personne ne vérifie vos projets, parce que vos projets semblent toujours solides. Vous devenez, sans que personne ne l'ait décidé, la personne dans la pièce qui peut gérer les choses. Et vous apprenez à porter ça comme si c'était un compliment. Longtemps, je l'ai porté comme un compliment. Ce que je n'ai compris que bien plus tard, c'est qu'être celle qui peut tout gérer signifie souvent être celle dont personne ne prend soin avec attention. J'ai fait ma licence en sciences de l'information à Angers, puis un master en communication des organisations à Sciences Po Rennes. Bourse partielle sur critères sociaux, job dans un café le week-end, aide à la bibliothèque universitaire les mercredis. Diplômée en 5 ans sans dette. Je veux le dire à voix haute parce que j'en suis encore discrètement fière. Pas parce que ça me rend meilleure que quiconque, mais parce que je l'ai fait entièrement seule, et personne dans ma famille n'a jamais vraiment dit quoi que ce soit sur le sujet, sauf ma mère, qui a pleuré à la remise des diplômes, puis a demandé immédiatement si j'avais pensé à un doctorat. C'était la forme que ça prenait. L'accomplissement atterrit, et il devient immédiatement une plateforme pour l'attente suivante. Je me suis installée à Lyon après le master, et j'ai trouvé un poste dans une association qui travaille sur l'accès aux soins dans les zones rurales du Massif central et de la Bretagne intérieure. Ça ne paye pas beaucoup. Ça compte énormément. C'est la partie de ma vie que j'ai choisie entièrement selon mes propres termes. Et il y a eu une période où je pensais que c'était suffisant, que si votre travail a du sens, le reste peut être compliqué. J'ai rencontré Édouard Vasseur-Lelong lors d'un dîner de collecte de fonds que je coordonnais, il y a 2 ans et demi. Il était exactement ce qu'il donnait à voir. Grand, posé, avec l'aisance particulière d'un homme qui n'a jamais eu besoin de performer la confiance parce qu'elle a simplement toujours été là. Il était charmant d'une façon qui semblait sans effort, et je sais maintenant que le charme sans effort
et souvent très soigneusement entretenu. Mais je ne le savais pas alors. Alors, je pensais juste, voilà un homme qui sait occuper une pièce. Et il me regardait comme si j'étais la personne la plus intéressante qu'il y ait. Il m'a invité à dîner 3 jours plus tard. Il s'est levé quand je suis entrée dans le restaurant. Je veux vous dire quelque chose là-dessus. Sur ce sentiment précis d'être avec quelqu'un qui est là, qui ouvre les portes, qui se lève, qui fait attention. Quand vous avez passé votre vie à être celle qui gère tout, être traité avec soin ressemble à tomber dans de l'eau tiède. Ça ressemble à « Ah !» Donc c'est comme ça que ça devrait se sentir. Et si vous avez déjà été avec quelqu'un qui vous a fait vous sentir exactement ça, choisi, entouré, comme si vous comptiez, et que vous avez réalisé lentement, si lentement, que quelque chose en dessous n'était pas ce qu'il semblait être, vous savez déjà à quoi ressemble la suite de cette histoire. Si c'est vous, si quelque chose dans tout ça touche quelque chose de précis dans votre poitrine, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour rester avec moi jusqu'au bout et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Parce que vous n'êtes pas seul. Maintenant, laissez-moi continuer. La première fois que j'ai rencontré sa mère, Jacqueline, elle m'a serré la main à 2 mains et elle a dit « Édouard m'a tellement parlé de vous. » Le travail associatif, comme c'est admirable. Et elle a dit « admirable » de la façon dont certaines personnes disent « c'est courageux de votre part », comme si c'était une belle chose à faire, compte tenu de ce avec quoi vous aviez à travailler. Je l'ai remarqué, je l'ai classé. C'était une habitude que j'avais depuis toujours, remarquer les choses et les classer. Décider qu'elles ne valaient pas la friction de les dire à voix haute. J'étais très douée pour ça au moment où j'ai rencontré Jacqueline. La famille d'Édouard possédait un groupe hôtelier régional. Vasseur-le-Long, Hôtellerie et Patrimoine, la Bourgogne, l'Alsace, Lyon. Des tables réservées dans des restaurants que je n'aurais pas pu m'offrir. Un appartement à Megève où je suis allée 2 fois. Une façon de se déplacer dans le monde où les choses apparaissaient simplement, le champagne avant que vous le commandiez, la table dans le coin, la robe qui est arrivée dans une housse chez moi un après-midi avec un mot, pour vendredi soir. Et j'ai mis la robe. Je veux rester une seconde là-dessus, parce que ça compte. Je l'ai mise sans demander ce qu'était ce vendredi soir, sans demander pourquoi il me l'avait envoyé, sans enregistrer, du moins pas consciemment, qu'un homme qui choisit ce que porte sa compagne pour dîner, c'est un comportement précis. Je l'ai mise parce qu'elle était belle, et parce que je me disais que c'était ça, être aimé par quelqu'un qui fait attention. C'est la chose avec le fait d'être lentement absorbé dans le monde de quelqu'un d'autre. Ça ne ressemble pas à une absorption, ça ressemble à une invitation. Et ces 2 choses se ressemblent exactement, vues de l'intérieur. Ma sœur Nathalie essayait de me dire quelque chose depuis 6 mois. Elle est conseillère en financement immobilier. Elle comprend comment l'argent fonctionne sur le papier, ce qui veut dire qu'elle comprend aussi comment il se dissimule, comment il circule quand les familles ne veulent pas qu'il soit visible. Elle avait glissé quelques remarques. « Tu as rencontré l'avocat de la famille ? Et il t'a déjà parlé de la structure de propriété du groupe ? » Et moi, j'avais changé de sujet à chaque fois, parce que je n'étais pas prête. Je savais que je n'étais pas prête. Il y a une façon particulière de ne pas écouter que l'on pratique quand on soupçonne que ce que l'on est sur le point d'entendre va coûter quelque chose que l'on n'est pas préparé à perdre. Je n'étais pas prête. Jusqu'au soir où je me suis retrouvée assise en face d'Édouard au Clos des Pierres. La table de sa famille dans le coin gauche du fond, les bougies déjà allumées, le champagne déjà versé, et où il a plongé la main dans sa veste et posé un écrin en velours entre nous. « C'était celui de ma grand-mère, a-t-il dit. Ma mère voulait que vous l'ayez. Pas « je veux que vous l'ayez ». Ma mère voulait que vous l'ayez. Et c'est ce moment précis, cette fraction de seconde, où quelque chose en moi s'est immobilisé. Pas alarmé, juste immobile. Comme si le corps savait quelque chose avant que l'esprit n'ait le temps de le formuler. J'allongeai la main vers l'écrin quand le vin a quitté le plateau.
ce qu'il y a avec un verre de Bourgogne qui vous tombe dessus dans un restaurant éclairé aux bougies, c'est que ça prend possession de la pièce entière. Une seconde, vous êtes dans l'architecture silencieuse d'une soirée très soignée, et la seconde suivante, il y a du vin froid dans votre giron, et sur la nappe et sur la manche du costume anthracite d'Édouard, et tous ceux qui sont à portée de regard se sont retournés, et le niveau sonore baisse de cette façon précise qu'il a quand des inconnus décident collectivement de faire semblant de ne pas regarder. Édouard était à moitié levé de sa chaise immédiatement. C'est qui il est, il bouge vite quand quelque chose perturbe la surface. Il appelait déjà le personnel, calculait déjà les dégâts à la façon dont les gens qui tiennent énormément aux apparences calculent les dégâts, rapidement, discrètement, avec un sourire qui n'atteint pas les yeux. L'homme qui avait renversé le vin était accroupi à côté de ma chaise, avec des serviettes en tissu, les pressant contre l'ourlet de ma robe, disant quelque chose de formel et d'apologétique à la table, pendant que ses mains travaillaient. Il avait les cheveux gris, très courts, un gilet blanc avec une petite tache qui se formait déjà sur son poignet gauche, du vin de la chute elle-même. Il n'était pas déstabilisé. C'est le détail qui a enregistré. Il n'était pas déstabilisé. Un homme qui venait de ruiner la soirée d'une table dans un restaurant dont sa carrière dépendait de l'inverse aurait dû être déstabilisé. Il ne l'était pas. Ses mains étaient stables, et sa voix était stable, et ses yeux, quand ils ont brièvement croisé les miens, étaient complètement calmes. Et puis, sans aucun changement dans son expression, dans une voix posée exactement sous le bruit ambiant de la salle, il a dit « Partez pendant qu'il s'occupe du nettoyage. Il y a une porte sur votre droite après le bar. Les taxis sont rue de la Charité. » Puis il s'est redressé, a fait signe à 2 autres membres du personnel, et la table est devenue un désastre contrôlé de serviettes et d'excuses et de verres à remplacer. Je suis restée immobile. L'écrin était dans ma main. Je ne me souvenais pas de l'avoir pris. Le vin était froid contre mes jambes. Édouard parlait, au personnel, à moi, à propos de la robe, quelque chose sur la teinturerie. Et je hochais la tête comme on hoche la tête quand on ne traite plus le son, seulement le mouvement. Ma mère voulait que vous l'ayez. Partez pendant qu'il s'occupe du nettoyage. J'ai regardé l'écrin dans ma main. Le velours était bleu nuit, exactement le même bleu nuit que la robe qu'Édouard m'avait envoyée chez moi. Et j'ai pensé, Jacqueline a choisi le velours. Évidemment. Évidemment qu'elle avait choisi la couleur pour qu'elle corresponde à la robe qu'elle savait que je porterais, parce que c'était elle aussi qui avait choisi la robe. Ces 2 femmes habillées par la même main, sans qu'aucune des 2 sache qu'elles portaient la même tenue. J'ai posé l'écrin sur la table. J'ai regardé Édouard. J'ai dit, très normalement, « Je vais au vestiaire ». Il a hoché la tête. Toujours à gérer le nettoyage, toujours souriant au personnel, toujours en train de performer la grâce qui m'avait ressemblé à de la chaleur pendant 2 ans et 4 mois, et qui, dans cette lumière précise, ressemblait à autre chose. J'ai marché vers le bar. J'ai tourné à droite. Je suis passée par une porte marquée « Privé ». Le couloir de service sentait le linge propre et le savon industriel, et l'air froid d'un quai de livraison quelque part dans le fond. J'ai parcouru sa longueur sans m'arrêter. Il y avait une porte au bout avec une barre anti-panique. Je suis passée par elle, et je me suis retrouvée dans une ruelle à un pâté de maisons de la rue de la Charité, et l'air de novembre m'a frappé le visage, comme un rappel qu'il y avait un monde hors de ce restaurant qui avait continué tout ce temps sans moi. Je ne suis pas allée au taxi. J'ai marché 4 rues jusqu'au parking où j'avais laissé ma voiture, et je me suis assise dedans avec le chauffage éteint et l'écrin en velours sur mes genoux, et je suis restée là exactement 12 minutes. Je sais que c'était 12 parce que j'ai regardé l'horloge du tableau de bord sans en avoir l'intention. Puis, j'ai appelé Nathalie. Elle a décroché à la 2e sonnerie. J'entendais la télévision en fond, ces filles qui regardaient quelque chose avant de dormir. « Allô ?» a-t-elle dit. « Comment se passe la soirée ?» J'ai dit « Il m'a donné un collier. »
Un inconnu m'a dit de partir. Je suis partie. Un silence. D'accord, a-t-elle dit. Tu es où? C'est ma sœur. Pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas. Sérieusement? Juste. Tu es où? Elle a toujours été la personne qui passe directement à la question utile, parce qu'elle comprend que je m'effondrerai plus tard, seule, et que ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de coordonner. Je pense beaucoup, depuis que tout ça s'est passé, aux différentes façons dont les gens vous montrent qui ils sont. Édouard me l'avait montré dans une centaine de petits moments que j'avais choisi de classer plutôt qu'examiner. Marcel, je ne connaissais pas son nom alors, je l'ai appris plus tard, me l'avait montré en 11 secondes dans un couloir de restaurant. Nathalie me l'avait montré comme elle le fait toujours, en posant la bonne question sans me demander de me justifier d'abord. Et je me demande vraiment, si vous avez déjà vécu un moment comme celui-là, où quelqu'un qui n'avait absolument rien à y gagner, aucune relation à protéger, aucune raison d'intervenir, a choisi de dire la chose vraie quand même. Ou peut-être l'autre face, si vous avez déjà été la personne qui a vu quelque chose et qui s'est tue et qui porte ça. Laissez-le dans les commentaires, je les lis tous. Parce que je pense à ces deux côtés plus que presque n'importe quoi d'autre dans cette histoire. Au cours des 3 jours qui ont suivi, Édouard a envoyé des messages, puis appelé, puis rappelé, et le 3e jour, il s'est présenté à mon appartement. Il a frappé avec exactement la bonne dose d'inquiétude, pas frénétique, pas froid, mesuré. Il était très doué pour le mesurer. Je n'ai pas ouvert la porte. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine, le dos contre le plan de travail, et je l'ai écouté prononcer mon prénom 2 fois à travers le bois, puis rien, puis des pas qui remontaient le couloir. Je veux vous dire à quoi ont ressemblé ces 3 jours, parce que je crois que cette partie compte. Ce n'était pas du chagrin, exactement. C'était plutôt la fatigue précise d'une personne qui a porté quelque chose de lourd longtemps et vient de le poser, et dont les bras tremblent de l'avoir lâché. J'ai beaucoup dormi. J'ai nettoyé mon appartement, pas rangé, nettoyé. Les plaintes à 1h du matin le 2e soir, ce que je fais quand j'essaie de transformer le chaos en quelque chose que je peux maîtriser avec mes mains. Et le 3e jour, quand les pas d'Édouard s'étaient éloignés dans le couloir et que j'étais encore sur le sol de ma cuisine, Nathalie a appelé. « J'ai trouvé quelque chose », a-t-elle dit. « Je peux venir ?» Elle a fait 40 minutes de route. Elle s'est assise en face de moi, à ma table de cuisine, avec son ordinateur ouvert et un document affiché, un acte de procédure successorale, document public, déposé 8 ans plus tôt par l'avocat de la famille Vasseur-Lelon. Elle me l'a expliqué comme elle explique les documents de prêt à ses clients, posément, clairement, sans théâtralité, parce que les faits étaient suffisamment dramatiques par eux-mêmes. La fiducie familiale Vasseur-Lelon contenait une clause matrimoniale. Édouard devait être légalement marié avant ses 40 ans pour hériter de la participation majoritaire dans le groupe hôtelier. Un patrimoine estimé à environ 42 millions d'euros. Édouard allait avoir 40 ans dans 16 mois. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Puis j'ai levé les yeux vers Nathalie et elle a regardé vers moi et aucune de nous deux n'a rien dit pendant un moment. « Tu étais au courant depuis combien de temps ?» ai-je dit. « J'ai trouvé le fil il y a 6 mois, a-t-elle dit. Je ne savais pas ce que je regardais avant d'en avoir parlé à un notaire la semaine dernière. Je ne savais pas comment te le dire. « Tu avais essayé, ai-je dit. Je changeai de sujet. Je sais. » Elle a tendu le bras par-dessus la table et a posé sa main sur la mienne. Pas un discours, juste ça. J'ai pensé à chaque dimanche chez Jacqueline. La façon dont elle m'avait regardée par-dessus la table, cette évaluation chaleureuse et précise, comme quelque chose qu'elle avait commandé et qu'elle vérifiait par rapport à la description. La carte bancaire qui était apparue dans ma boîte aux lettres.
la robe couleur de l'écrin en velours. On m'avait gérée. Discrètement, élégamment, avec une vraie attention pour les détails, on m'avait gérée dans une position où épouser Édouard m'aurait semblé être ma propre idée. C'est la chose sur laquelle je reviens sans cesse. Ce n'est pas qu'il ne tenait pas à moi. Je crois que, à sa façon, il tenait. Mais j'avais été sélectionnée. Jacqueline avait regardé les options disponibles et m'avait trouvée précisément parce que j'étais quelqu'un qui ne poserait pas les questions qui comptaient avant qu'il soit trop tard. Quelqu'un de suffisamment reconnaissante d'être élevée pour ne pas regarder de trop près la structure de l'ascenseur. J'étais la plus facile. Pas parce que j'étais naïve, parce que personne ne faisait suffisamment attention à ce dont j'étais réellement faite. Et ça, cette chose précise, c'est ce que j'ai décidé de changer. Je suis allée au Clos des Pierres un mardi. Le service du déjeuner, à moitié plein, le silence particulier qu'a un restaurant entre ces deux représentations de la journée. J'ai demandé à l'hôtesse si je pouvais parler au responsable de salle. Elle m'a regardée avec l'incertitude polie de quelqu'un qui essaie de déterminer si c'est une réclamation ou quelque chose de plus difficile à classer, puis elle est allée le chercher. Il est sorti de la cuisine comme sortent les gens des cuisines, avec l'allure précise et économe de quelqu'un qui est debout depuis 10 heures du matin et qui a appris à ne pas dépenser son énergie en vitesse quand la situation ne l'exige pas. Cheveux gris sel, très courts, chemise blanche, le même calme que j'avais remarqué dans le restaurant ce soir-là, que je comprenais maintenant n'était pas exactement de la sérénité, c'était de la contenance. Un homme qui avait appris à garder beaucoup de choses très près de la surface, sans les laisser déborder. Il m'a regardé et j'ai vu qu'il s'y attendait. Pas qu'il l'espérait, pas qu'il le redoutait. Il s'y attendait, comme on s'attend à la météo qu'on a vu se construire toute la semaine. « Mademoiselle Morvan, a-t-il dit, alors que je n'avais pas donné mon nom à l'hôtesse. » Nous nous sommes assis à une table pour deux, près de la fenêtre. La salle était presque vide. Un commis remettait les couverts à l'autre bout. Personne ne nous prêtait attention, ce qui convenait parfaitement à cette conversation. Il s'appelait Marcel Aubert. Il avait travaillé au Clos des Pierres 11 ans plus tôt, la première fois que le restaurant avait ouvert sous une direction différente. Il était parti 3 ans. Il était revenu quand le restaurant avait changé de propriétaire, parce que c'était la meilleure salle de Lyon, et parce que, disait-il avec l'économie particulière d'un homme qui n'embellit pas, il était bon dans son travail, et il aimait être bon dans quelque chose. Et puis il m'a parlé de la première fois. Il y a 11 ans, un homme du nom d'Édouard Vasseur-Lelong était assis à cette même table dans le coin, la table de sa famille, toujours cette table, avec une femme. Marcel la décrivait comme il décrivait tout, sans dramatisme, avec précision. Elle était élégante, a-t-il dit, posée, le genre de femme qui donnait l'impression d'être parfaitement à l'aise dans ce type d'endroit, mais ses mains la trahissaient. Elle les pressait à plat sur la nappe, comme on le fait quand on essaie de se maintenir en place. Édouard lui avait offert un écrin ce soir-là. Marcel travaillait la salle. Il avait vu l'écrin. Il avait vu son visage quand elle l'avait ouvert. Et il avait vu le visage d'Édouard, qui n'était pas le visage d'un homme amoureux, mais le visage d'un homme en train de finaliser une transaction qu'il construisait depuis longtemps. Marcel l'avait reconnu à la façon dont on reconnaît quelque chose qu'on a vu avant sous une autre forme. Il avait pensé à intervenir. Il avait hésité. Il avait décidé finalement que ce n'était pas son affaire, qu'il pouvait se tromper, que le coût pour lui était trop élevé. Il s'était tu. Les fiançailles avaient été annoncées. La salle de réception avait été réservée. Et puis, environ 4 mois plus tard, tout s'était défait, discrètement, sans explication. La femme, elle s'appelait Sabine, avait appris quelque chose. Marcel n'avait jamais su exactement quoi. Il savait juste qu'elle était partie, et que ça lui avait coûté quelque chose, et qu'elle l'avait fait seule. Et quand je vous ai vu, a-t-il dit, assise à cette même table, avec le même homme, le même coin, et que je suis sortie de la cuisine,
et que je l'ai vu glisser la main dans sa veste, il s'est arrêté. Il a regardé la table entre nous. Je portais la première fois depuis 11 ans. Je n'allais pas en porter une deuxième. Je suis restée avec ça un moment. « Vous avez risqué votre travail ?» ai-je dit. « Oui, » a-t-il dit. « Vous ne me connaissiez pas. »« Non, » a-t-il dit. « Pourquoi ?» Il a réfléchi. C'était le genre d'homme qui réfléchissait vraiment avant de répondre, ce qui est plus rare qu'il ne devrait l'être. « J'ai une fille, » a-t-il dit. « Elle a 16 ans. Et j'ai pensé à ce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse si c'était elle à cette table. Je suis rentrée chez moi avec l'écrin en velours sur le siège passager et la réponse de Marcel Aubert posée en moi comme quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de mots. Ce soir-là, j'ai appelé Édouard. J'ai gardé une voix égale. Je lui ai demandé de venir. Il est arrivé 20 minutes plus tard avec une tête précautionneuse, pas nerveuse, précautionneuse, ce qui est différent. Nerveux, c'est quand on ne sait pas ce qui vient. Précautionneux, c'est quand on le sait. Il s'est assis sur mon canapé et moi en face de lui dans le fauteuil que j'avais depuis ma 2e année après le master, celui avec l'accoudoir usé que j'avais prévu de faire retapisser depuis 3 ans, et entre nous, sur la table basse, j'ai posé 2 choses, l'écrin en velours et une impression du document de procédure successorale que Nathalie m'avait montré. Il a regardé les deux, il m'a regardé. Il n'a pas nié. C'est la chose à laquelle je n'étais pas préparée. Je m'étais préparée à la dérobade, au charme, à la chaleur particulière qu'il pouvait activer comme un robinet. Je ne m'étais pas préparée à ce qu'il expire, simplement. À ce qu'il passe la main dans ses cheveux et regarde la table et dise « J'allais vous le dire ». Quand ? Le silence qui a suivi a duré assez longtemps pour répondre entièrement à la question. Édouard. Le moment était compliqué. La structure, ce n'est pas ce que ça a l'air d'être sur le papier, Élise. La fiducie allait toujours. Ça ressemble à « Vous aviez besoin d'une femme avant votre anniversaire et j'avais l'air facile à convaincre. » Il a tressailli. Un petit tressaillement, mais réel. Et je veux être honnête sur ce qui s'est passé en moi quand je l'ai vu, parce que je crois que ça compte. Je n'ai pas été soulagée. Je n'ai pas eu l'impression de gagner. J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait davantage à du chagrin. Un chagrin précis pour la version de lui que j'avais aimée, qui avait été assez réelle, qui contenait une vraie chaleur, juste pas assez d'honnêteté pour porter le poids d'une vie. Je ne suis pas en colère contre vous, ai-je dit, et je le pensais. Je suis en colère contre les 6 mois que j'ai passés à me demander pourquoi votre mère me regardait comme une acquisition, et à décider que je me faisais des idées. Il a commencé à dire quelque chose. J'ai levé une main. Pas avec emphase, juste « stop ». Je voudrais que vous lui rendiez ça, ai-je dit. J'ai poussé l'écrin sur la table basse. Dites-lui qu'elle a bon goût. Il l'a pris. Il l'a regardé un moment. Puis il s'est levé, a mis son manteau, et à la porte il s'est retourné et a dit « Je tenais vraiment à vous. Je veux que vous le sachiez. » Je sais, ai-je dit. C'est la partie qui était vraie. C'était juste insuffisant. Et puis il est parti. Je me suis assise dans mon appartement après que la porte s'est refermée et je n'ai rien nettoyé. Je n'ai pas appelé Nathalie. Je n'ai pas fait les choses que je fais quand j'essaie de me gérer. Je me suis juste assise dans le fauteuil avec l'accoudoir usé dans un appartement silencieux qui m'appartenait entièrement et j'ai laissé le silence être là. C'est le moment que j'essaie de décrire et je ne suis pas sûre d'avoir les mots justes. Ce silence particulier après que quelque chose est terminé. Pas du soulagement, pas encore. Pas tout à fait du chagrin. Quelque chose qui ressemble davantage à la sensation d'une fenêtre qui s'ouvre dans une pièce fermée depuis longtemps. L'air qui entre est froid et un peu saisissant, et c'est exactement ce dont la pièce avait besoin. Si ce sentiment vous est familier, cette sensation de fenêtre qui s'ouvre, quand vous faites enfin ce que vous saviez devoir faire et que le monde ne s'effondre pas, il devient juste plus silencieux. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là. Parce que ce sentiment, c'est toute la raison pour laquelle je raconte cette histoire,
et je ne veux pas que vous manquiez la suite. J'ai cherché Sabine ce soir-là. Ça m'a pris 40 minutes. Elle avait pris le nom de son mari, ce qui compliquait les recherches. Mais je l'ai trouvée. Elle vivait à Bordeaux. Elle avait un cabinet d'architecture paysagère avec son nom sur la porte. Sur la photo du site du cabinet, elle ressemblait à une femme qui avait décidé exactement qui elle était et avait bâti sa vie professionnelle autour de cette décision. Je ne lui ai pas écrit ce soir-là. Je ne savais pas quoi dire. Je voulais juste savoir qu'elle allait bien. Elle allait bien. J'ai pensé à Marcel Aubert et à sa fille. J'ai pensé à ce que ça coûte à une personne d'intervenir quand l'intervention n'est ni sûre, ni requise, ni dans les attentes de personne. J'ai pensé à Nathalie, qui posait sa main sur la mienne à la table de cuisine, sans rien dire, juste là. J'ai pensé à mon père, qui avait refusé ce contrat à 14 ans de ma vie, et j'ai pensé, j'ai confondu ces deux choses pendant toute ma vie adulte. Le silence n'est pas de la loyauté. Le silence est juste du silence. Et les gens qui vous aiment, les vrais, sont ceux qui disent la chose vraie, même quand la dire leur coûte quelque chose. J'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à Nathalie. Tu avais raison, j'aurais dû t'écouter. Sa réponse est revenue en moins d'1 minute. Je sais. Maintenant arrête de récurer les plaintes et va dormir. J'ai ri. Pour la première fois en 4 jours, j'ai ri. Seule dans mon appartement à 23h30 un mardi soir, encore en manteau parce que je ne l'avais pas enlevé. Un vrai rire, le genre qui vous surprend. Le genre qui signifie que quelque chose commence à se dénouer. J'ai enlevé mon manteau. Je suis allée me coucher. Par ma fenêtre, Lyon faisait ce qu'il fait en novembre. S'obscurcissait tôt et s'obscurcissait complètement, les quais de Saône disparaissant dans la nuit. Je me suis allongée dans le noir et j'ai pensé à la robe couleur de l'écrin. J'ai pensé à la main de Jacqueline qu'il avait choisie. Et puis, pour la première fois, j'ai cessé de penser à Jacqueline. C'est le moment où les choses ont commencé, très lentement, à m'appartenir de nouveau. La carte bancaire est arrivée chez Jacqueline un vendredi matin. Je l'avais coupée en 2, nettement, avec des ciseaux de cuisine, une coupe droite à travers le milieu de mon prénom, et placé les 2 morceaux dans une enveloppe blanche adressée à elle directement. Pas à Édouard, pas à l'avocat de la famille, à Jacqueline Vasseur-Lelong, à l'adresse d'Écully que j'avais trouvée sur le document de procédure que Nathalie avait récupéré. Aucune lettre à l'intérieur, aucune explication, juste les 2 moitiés d'une carte qu'elle avait arrangée pour qu'elle apparaisse dans ma boîte aux lettres, retournée dans le même langage silencieux avec lequel elle me l'avait envoyée. Je l'ai postée un mercredi. Je n'y ai plus pensé qu'une seule fois après ça. Nathalie m'a dit plus tard que l'absence de mots était la chose qui était passée à travers. Que Jacqueline avait appelé Édouard après l'avoir reçu et dit, selon le cousin d'Édouard qui parlait encore à des gens qui parlaient à Nathalie, « Elle est plus intelligente que je ne pensais. » Ce que je choisis de recevoir comme le plus grand compliment que Jacqueline Vasseur-Lelong ait jamais fait à quiconque. Les semaines qui ont suivi avaient une texture particulière. Pas dramatique, silencieuse de la façon dont la vraie vie est silencieuse quand le bruit finit par s'arrêter. J'allais au travail, j'animais des réunions communautaires dans des villages de Haute-Loire et de Corrèze et dans une salle des fêtes municipales près de Riom, où 26 personnes étaient venues s'asseoir sur des chaises pliantes pour parler de ce que ça voudrait dire d'avoir une unité mobile de soins qui passerait 1 fois par mois. Je conduisais les routes que je conduisais depuis que j'avais mon permis, et je ressentais, progressivement, le retour précis de moi-même, la version qui n'avait pas été empruntée, ni élevée, ni habillée selon l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de qui je devais être à table. Ce que je veux vous dire sur cette période, c'est que ce n'était pas un montage triomphant. J'ai pleuré dans ma voiture 2 fois. Édouard me manquait. Pas la clause de la fiducie, pas l'architecture du plan, mais l'homme qui se levait quand j'entrais dans un restaurant, celui qui, à sa façon particulière et limitée,
m'avait donné le sentiment d'être choisie. Le chagrin ne vient pas seulement pour les choses qui étaient entièrement mauvaises. Parfois, il vient le plus fort pour les choses qui étaient assez réelles pour faire mal. Mais j'ai continué. C'est la seule chose que je sais faire. Environ 6 semaines après la nuit au Clos des Pierres, j'étais assise dans ma voiture devant la salle des fêtes d'un village de Corrèze, à attendre qu'une réunion commence. Et mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne connaissais pas. Un indicatif de Bordeaux. J'ai failli ne pas répondre. J'ai répondu. C'est Élise Morvan? Oui? Je m'appelle Sabine Okoro. J'ai entendu ce que vous avez fait par quelqu'un qui connaît la famille Vasseur-Lelong. Je voulais juste vous dire... Un silence. Moi aussi. Et ça devient tellement mieux. Je me suis assise dans ma voiture avec le téléphone contre l'oreille et les collines de novembre de la Corrèze par ma vitre, et je n'ai rien dit pendant un moment, parce que j'essayais très fort de ne pas pleurer sur un parking avant une réunion communautaire, ce à quoi j'avais une politique personnelle ferme depuis des années. Vous saviez? Ai-je fini par dire. Pour la clause? Pas avant d'être partie, a-t-elle dit. Je suis partie pour une autre raison. Mais oui, je l'ai trouvée après. Comment? Quelqu'un a laissé un document sur le pare-brise de ma voiture, a-t-elle dit. Et puis, après une pause, je n'ai jamais su qui. J'ai pensé à Marcel Aubert dans son gilet blanc. J'ai pensé à une femme avec les mains à plat sur une nappe il y a 11 ans, qui essayait de se maintenir en place. J'ai pensé à ce que ça coûte à une personne de faire la chose vraie une seule fois, quand tout dans sa situation plaide contre. Je crois que je sais peut-être qui c'était, ai-je dit. Nous avons parlé 22 minutes. Elle m'a dit qu'elle avait un cabinet d'architecture paysagère à Bordeaux, ce que je savais déjà depuis son site internet et que je n'ai pas mentionné. Elle m'a dit que la première année après Édouard avait été la plus difficile, et qu'ensuite ça avait été correct, et qu'ensuite ça avait été bien, et qu'ensuite c'était vraiment sa vie, qu'elle avait construite avec ses propres mains, selon ses propres termes. Elle a dit « Ce que personne ne vous dit, c'est que partir n'est pas la partie difficile. La partie difficile, c'est de se rappeler qui vous étiez avant de commencer à vous faire plus petite. » J'ai noté ça au dos d'un ordre du jour de réunion. Je l'ai encore. Nous avons dit au revoir. Je suis entrée dans la réunion. J'ai fait mon travail. Nathalie m'a raconté, dans les semaines qui ont suivi, ce qu'elle apprenait par les canaux que les villes moyennes maintiennent toujours. Ce téléphone invisible des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. La clause de la fiducie Vasseur-Lelong était devenue compliquée. Édouard avait 16 mois devant lui et aucune candidate viable, ce qui signifiait que l'avocat de la famille était maintenant en réunion hebdomadaire avec Jacqueline sur la structure de la succession. On parlait d'un amendement. On parlait d'un rachat des parts des cousins à une valeur réduite. Il y avait, selon toutes les sources, une tension considérable dans une maison qui se flattait de n'en montrer aucune. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en apprenant ça. Je veux être honnête là-dessus. Ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose qui ressemblait à une reconnaissance fatiguée. La compréhension que l'architecture que Jacqueline avait construite lui coûtait maintenant d'une façon dans laquelle je n'avais aucune part. Elle avait fait ça elle-même, avec ses propres choix, sur des décennies. J'étais juste la porte qui n'avait pas voulu s'ouvrir. Ce que j'ai ressenti avec précision, c'était quelque chose à propos d'Édouard. Un chagrin compliqué. Il n'était pas un monstre. C'était un homme qui avait grandi à l'intérieur d'une structure si totale qu'il l'avait confondue avec la réalité. Et il avait apporté cette réalité dans mon salon un soir, et l'avait posée sur la table basse. Et à son crédit, et je le pense vraiment, il n'avait pas menti quand je lui en avais donné l'occasion. Ce moment de ne pas mentir était la chose la plus honnête qu'il ait faite en 2 ans et 4 mois, et je choisis de laisser ça signifier quelque chose. Ma mère a appelé un dimanche matin, comme elle appelle tous les dimanches matins, et elle n'a pas mentionné Édouard. Elle a parlé du dernier chantier de mon père et du nouvel atelier de Camille à Lyon, et d'un livre qu'elle avait trouvé à la médiathèque qu'elle pensait que j'aimerais.
À la fin, avant de raccrocher, elle a dit « Tu vas bien, ma chérie ?»« Oui, maman, ai-je dit. Vraiment. »« Bien, a-t-elle dit. Et puis, Nathalie m'a dit un peu « Je veux juste que tu saches, je suis contente que tu sois partie. » Je ne savais pas qu'elle était au courant. Je n'avais pas su comment lui dire. « Tu savais depuis combien de temps ?» ai-je dit. « Assez longtemps, a-t-elle dit. Ta sœur s'inquiète à voix haute. Moi, je m'inquiète en silence. On s'inquiète toutes les deux. C'est ma famille. Pas parfaite. Pas toujours en train de dire la bonne chose au bon moment. Mais là, de la façon imparfaite qui compte, dans les appels du dimanche et les silences inquiets, et la main posée sur la table de cuisine. J'ai écrit une lettre. Pas à Édouard, pas à Jacqueline. À moi-même. Ce qui paraît étrange, mais était la chose dont j'avais besoin. Je me suis assise à ma table de cuisine un samedi matin avec du café et un bloc-notes et j'ai écrit tout ce que je voulais arrêter de porter. L'habitude de classer les choses au lieu de les dire. La vanité précise de vouloir être élevée. Les années à confondre la gestion soigneuse de moi par quelqu'un d'autre avec une vraie attention. J'ai tout noté et je me suis relue, et puis j'ai écrit en bas « Tu n'étais pas la plus facile parce que tu étais faible. Tu étais la plus facile parce que personne ne faisait suffisamment attention à ce dont tu étais réellement faite. Fais attention à toi-même, à partir de maintenant. » J'ai déchiré la lettre en petits morceaux et je l'ai jetée. Je n'avais pas besoin de la garder. J'avais juste besoin de le dire. Nathalie est venue cet après-midi-là. Je lui ai lu la dernière ligne, juste la dernière de mémoire. Elle est restée avec ça un moment, puis elle a dit « Ouais, c'est toi. » C'était suffisant. Quelques semaines plus tard, je conduisais vers un village de Corrèze un mardi matin pour une visite de site, un emplacement potentiel pour l'unité mobile. Et je me suis garée dans la rue principale et j'ai marché le pâté de maison jusqu'au bâtiment que nous examinions, et l'air était froid et clair de la façon dont l'air de campagne l'est au début de l'hiver, et la lumière passait à travers les arbres dénudés à un angle qui faisait brièvement paraître tout fait de quelque chose de plus que ce qu'il était. Et je me suis arrêtée sur le trottoir une seconde, et je suis juste restée là. Dans mon propre manteau, dans mes propres chaussures, portant mon propre sac de travail avec la bandoulière que j'avais fait réparer 2 fois parce que je ne pouvais pas me justifier d'en acheter un nouveau. Je m'appelle Élise Morvan, j'ai 31 ans, et je sais maintenant ce que ça fait d'être exactement où je dois être. Ça ne ressemble pas à une victoire. Ça ressemble à un mardi matin dans un village de Corrèze, air froid, arbres dénudés, un bâtiment à évaluer, un travail qui compte, des chaussures que j'ai choisies moi-même. Ça ressemble à l'ordinaire dans le meilleur sens de ce mot, l'ordinaire qui vous appartient, que vous n'avez pas eu à performer, ni à vous gérer pour obtenir, ni à porter dans la robe de quelqu'un d'autre. Ça m'appartient. Avant de partir, je veux vous poser une question. Et je le pense vraiment, pas comme une ligne de script, mais comme une vraie question de la part de quelqu'un qui y pense, depuis qu'un homme aux cheveux gris dans un gilet blanc s'est accroupi à côté de sa chaise dans un restaurant et a choisi, une fois, de dire la chose vraie. Est-ce que quelqu'un vous a déjà protégé discrètement d'une façon que vous n'avez comprise que plus tard? Un inconnu? Une sœur? Une personne qui n'avait aucune raison d'intervenir et qui l'a fait quand même? Laissez-le dans les commentaires. Je les lis tous, et je le pense. Pas comme quelque chose qu'on dit, mais comme quelque chose que je fais vraiment, parce que les commentaires sur ces vidéos m'ont donné des choses que je ne savais pas qu'il me manquait. Si cette histoire vous a accompagné, si quelque chose en elle a atterri quelque part de précis, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour être là à la prochaine. Et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sortir de la belle salle n'est pas une perte. Que le collier qui n'a jamais été un cadeau n'était pas non plus le sujet. Le sujet, c'est la porte par laquelle vous êtes passé seul. Merci d'être là. À la prochaine.